Donc vous voyez, il faut encore transmettre nos racines chrétiennes. On voit bien 56 000 églises sur tout le territoire national. Quand vous allez dans les endroits, les petits villages les plus reculés, qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre histoire, nos racines chrétiennes dont il faut à nouveau être fier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, je reçois Dimitri Kazali, historien spécialiste du Premier Empire et ancien professeur en zone d'éducation prioritaire. Bonjour Dimitri Kazali. Bonjour. Alors vous avez sorti le 15 novembre dernier un livre que j'ai ici, Quand la France perd la mémoire, aux éditions Fayard. Tout d'abord, c'est quoi ce livre? C'est un manuel d'histoire? C'est une fresque romanesque? Eh bien, c'est avant tout un livre qui allie récit historique et essai. C'est un essai qui, pour montrer l'importance fondamentale de notre histoire, puisque là j'ai 40 récits que je relie à une valeur fondamentale de notre pays et que je mets en perspective avec l'actualité. Et c'est pour ça que c'est un livre très original et pour montrer que l'histoire est fondamentale pour la formation de la citoyenneté. L'histoire forme à la citoyenneté et c'est la leçon qu'on a oubliée depuis bientôt 40 ans, d'où le résultat d'une société fracturée, communautarisée comme jamais et complètement éclatée. Donc si nous voulons réunifier, faire nation à nouveau, il nous faut recréer un récit national équilibré et fédérateur qui tienne compte de toutes les nouvelles composantes de notre société et qui nous permettent de foncer vers l'avenir. Et pour l'instant, c'est loin d'être le cas puisque la lecture de notre histoire, notamment à l'éducation nationale, est uniquement culpabilisante et criminalisante. Je vais revenir sur votre livre, donc il y a 33 chapitres. On part de Clovis 496 jusqu'à le général de Gaulle le 18 juin. Vous avez lié chaque événement, chaque personne, chaque événement à une valeur fondamentale. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a par exemple comme valeur fondamentale? Alors les 12 valeurs fondamentales de la France dans l'ordre chronologique, ce sont nos racines chrétiennes, avec le sacre, le baptême de Clovis, qu'il ne faut jamais oublier et dont je dis même qu'il faudrait être fier. Ensuite, effectivement, des personnages comme Saint-Louis, c'est le fondateur, le grand initiateur de la justice française. Jeanne d'Arc, c'est la fondatrice du patriotisme en France, mais non seulement en France, mais dans le monde entier, puisque c'est la raison pour laquelle il y a des statues de Jeanne d'Arc à Canberra en Australie, au Canada, à Toronto, à Moscou, en Russie. Enfin, bien sûr, on arrive à Henri IV et l'édit de Nantes, qui contient les prémices de la laïcité. Ça, c'est fondamental pour comprendre l'originalité du modèle français. Et bien sûr, des personnages aussi incontournables que Louis XIV, sur la gloire et la grandeur française, Napoléon, sur la méritocratie républicaine, j'y tiens. C'est lui qui fonde la méritocratie républicaine, c'est amusant, alors que c'est un empereur, par le lycée, la création du lycée, la création de l'université. Et bien sûr, j'insiste sur Jules Ferry et l'école, la création des grandes lois qui rend l'école publique gratuite, laïque et obligatoire. Et enfin, j'insiste beaucoup sur le patriotisme, illustré par nos fameux poilus de la Première Guerre mondiale, pratiquement donc 8 millions de soldats, qui sont tous nos arrière-grands-pères, nos aïeux, qui ont tenu face à l'envahisseur allemand pendant 4 ans. Et ça, on n'insiste jamais sur le fait qu'ils aient réussi à faire face. Et enfin, je termine, j'insiste aussi bien sûr sur les colonies, sur la colonisation, avec des personnages fabuleux comme Pierre Savorgnan de Brazza, qui est un grand explorateur qui a conquis pratiquement tout le Congo Brazzaville sans verser une seule goutte de sang, ça il faut le dire, avec un petit mot sur l'œuvre sanitaire des grands disciples de Pasteur qui ont éradiqué les maladies infectieuses d'Algérie. Et donc si la population algérienne passe de 2 millions à 1830 et termine à 10 millions à notre départ en 1962, ça prouve bien qu'il n'y a pas de génocide et encore moins de crimes contre l'humanité, comme avait dit notre président Macron. Et enfin, je termine par les grands émigrés qu'ont fait la France, parce qu'il faut tenir compte des nouvelles composantes, avec Joséphine Baker, qui arrive en France en 1925 et qui dit carrément que la France est le paradis des Noirs, et Félix Éboué, le gouverneur d'Afrique équatoriale, qui va rejoindre
tous deux donc, sont petits-fils d'esclaves et ils rejoignent le général de Gaulle dès août 1940. Donc ça, il faut le dire. Et je finis par l'homme providentiel, le général de Gaulle et son appel du 18 juin. Dans ce livre, il y a un personnage qui a de la chance, qu'il a trois chapitres. C'est Napoléon Bonaparte. Pourquoi vous réserver autant de... Eh bien, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le mal-aimé de l'histoire de France, alors que curieusement, c'est le français le plus populaire au monde. Il faut savoir que ce soit en Amérique latine, en Chine, en Corée. En Corée, dernièrement, les milliardaires coréens rachètent chaque bicorne de Napoléon, plus d'1 million d'euros pièce pour voir la folie Napoléon à travers le monde. Il n'y a qu'en France. Depuis la loi Taubira de 2001, où il est effectivement mal aimé, puisque dans les programmes scolaires d'aujourd'hui, il est dit pratiquement une seule chose, il a rétabli l'esclavage en 1802. Donc c'est très réducteur quand on connaît l'œuvre immense, comme je vous disais, pour moi, c'est un petit immigré qui arrive en France à l'âge de 9 ans sans parler un seul mot de français, il faut le dire. Quand il arrive en France, il va tout apprendre de la France et c'est pour ça qu'il est le symbole même de l'identité française et il va créer la France moderne et c'est vraiment un merveilleux personnage qu'on devrait donner en modèle pour intégrer tous les nouveaux arrivants. Malheureusement, on est incapable, en France, on est incapable de parler de Napoléon posément et de lui rendre grâce parce qu'on lui doit tout, pratiquement tout ce que la France moderne contient, d'institutions. Et ce livre, à qui il s'adresse? Plus justement, où vous avez été professeur en zone d'éducation prioritaire, il s'adresse plutôt aux collégiens ou alors l'adulte qui veut revenir sur ses racines? Il s'adresse surtout aux familles, parce qu'effectivement c'est quand même un livre pour les adultes, parce qu'à chaque fois je vous dis, je mets en exergue, en perspective chaque récit avec l'actualité, donc c'est souvent très subtil, mais aussi comme il y a les récits fondateurs, ça s'adresse aussi, je pense que dès 14 ans jusqu'à 88 ans, c'est le livre idéal pour réunir toute une famille et transmettre l'essentiel, les bases, les fondements de notre histoire à toutes les familles françaises ou à toutes les familles qui veulent devenir françaises. C'est ça, parce que comme je le démontre à la fin avec tous ces grands immigrés qu'ont fait la France, être français, c'est avant tout une histoire de volonté. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des tas de personnes qui ne veulent pas devenir français, et c'est bien le drame. Parce que c'est la fameuse phrase de Romain Gary, je n'ai pas une goutte français dans mes veines, j'ai une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines, écrivait le grand écrivain Romain Gary. Et si on devait garder qu'un seul personnage, une seule valeur, qui résumerait à lui-même, à lui tout seul, l'ensemble du livre et l'ensemble de notre histoire française, ce serait qui? Bien sûr, je garderai Napoléon, mais pour éviter de parler toujours de lui, je garderai aussi Louis XIV, parce que Louis XIV, il est de moins en moins bien connu, mais il est le fondateur. Déjà, il y a aussi les conquêtes territoriales. Si l'Alsace, le Roussillon, le Nord-Pas-de-Calais, toutes ces régions font partie de la France, c'est grâce à lui. Mais ensuite, c'est le grand créateur de l'art de vivre à la française, qui est encore aujourd'hui, on le voit dans le domaine du luxe, aujourd'hui, le savoir-vivre à la française doit tout à la Louis XIV, et qui prenait des initiatives, qui en est lui-même l'initiateur. Je raconte dans le livre comment un beau jour, il convoque tous ses ministres, un beau matin, et il dit, en 1669, et j'ai décidé aujourd'hui de porter la cuisine française au niveau du plus haut degré d'art culinaire. Et regardez aujourd'hui, la gastronomie française est une des plus connues à travers le monde et peut-être même la meilleure au monde. Donc vous voyez, il y a toujours une initiative dans l'histoire de France grâce à nos hommes providentiels. Donc il faut réhumaniser notre histoire, il faut la réenchanter et non arrêter d'en avoir honte. Justement, et cette histoire, souvent, elle est assez décriée. On nous dit qu'en fait, le roman national n'existe pas. C'est une invention. Qu'est-ce que vous répondrez à quelqu'un qui vous dirait qu'en fait, la France, sur 1500 ans, c'est pas vraiment un seul bloc, c'est quand même très divers, où la France est née en 1792 Ah oui, alors ça me fait bondir, bien sûr. Ça me fait hurler parce que d'abord,
premièrement, l'histoire de France est tellement belle qu'elle n'a pas besoin d'être romancée, hein, d'en faire un roman national pour être racontée. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, elle est complexe, effectivement. Il y a une part de lumière, une part d'ombre, mais qu'il faut toujours expliquer, qu'il faut toujours raconter grâce à des faits et des événements et des dates. J'insiste beaucoup sur la chronologie, hein, qui aujourd'hui a complètement disparu, malheureusement. Et effectivement, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que la France est le produit de deux héritages, à la fois chrétien et monarchique, hein, qui a duré plus de 1300 ans, mais aussi républicain et laïque. Et ces deux héritages, il faut en être fiers. Justement, ces héritages, ils s'opposent pas un peu parfois? Alors, justement, des grands historiens comme Ernest Lavis, qui est aujourd'hui réputé pour être l'inventeur du roman national, mais croyez-moi, quand on est un historien de son gabarit, la plupart des faits qu'il avançait étaient déjà, puisqu'il écrit son fameux Petit Lavis en 1880, étaient déjà avérés, justifiés, vérifiés. C'était déjà un grand historien. Et lui-même, avec les autres, ses successeurs, que furent Mallet-Isaac, par exemple, les manuels Mallet-Isaac, hein, ça ont duré pratiquement aussi 40 ans, arrivaient à faire la part des choses, hein, en triant, en racontant des histoires, parce que l'histoire, c'est avant tout raconter des histoires, en revenir au récit, et ils arrivaient à faire comprendre aux élèves, notamment de la Troisième République et de la Quatrième, du début de la Cinquième, parce que la crise de la transmission, hein, dont je parle dans ce livre, le plus grave aujourd'hui pour moi, c'est une crise éducative et une crise de la transmission. On n'arrive plus à transmettre nos héritages à nos enfants, et bien date de 2001-2003. Donc vous voyez, c'est très récemment qu'on a capitulé sur tous les tableaux et on n'arrive plus à transmettre cette histoire complexe, mais ô combien passionnante. Et justement, quand est-ce que ce roman national ou ces mythes fondateurs sont vraiment nés, ont été conscientisés par... Eh bien, justement, par le grand historien Ernest Lavis, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait ce fameux Petit Lavis en 1880, qui va être le manuel de nos arrière-grands-parents et de nos grands-parents jusqu'en 1950-55. Et j'ai eu l'honneur d'écrire la suite, parce qu'on n'arrêtait pas de me critiquer comme un historien lavicien. Et Armand Collin, l'éditeur de Lavis, m'a proposé de faire la suite du Petit Lavis. Il est mort en 1931, donc j'ai fait 1931-2007, et c'est ma meilleure vente. J'ai vendu 70 000 exemplaires de ce Petit Lavis, parce qu'effectivement, il savait raconter. Il explique notamment comment il a inventé cette fameuse date Marignan 1515, qui est une date fondamentale pour lui. Il fallait apprendre des dates, hein, pour apprendre l'histoire de France. Et quand il invente cette date, enfin, qui a existé, c'est la grande bataille de Marignan, mais pourquoi l'a-t-il mise en exergue? Il explique non seulement qu'il y avait une grâce mémotechnique, 1515 Marignan, et une grâce poétique. Vous voyez comme quoi l'histoire est un récit littéraire et proche de la littérature. Et grâce à cette date, vous voyez comme ils étaient beaucoup plus intelligents que les concepteurs de nos programmes scolaires d'aujourd'hui, il parvenait à faire comprendre à des générations et des générations d'élèves que 1515 Marignan, c'était le début de la Renaissance en France, hein, et le début de la Renaissance en France. Demandez à des élèves d'aujourd'hui, hein, de 5e, quand est-ce que la Renaissance commence en France, personne, même des adultes, seront incapables de vous répondre. Et ce roman national, on l'a perdu, vous disiez? On l'a complètement perdu, donc, depuis que les fameux... depuis que la gauche est arrivée au pouvoir, donc ça a commencé avec Mitterrand en 81, effectivement, la gauche a complètement délégitimé l'idée même de nation, hein, d'aimer sa patrie. Ça devenait être synonyme de nationaliste haineux, ce qui est totalement aberrant et complètement faux. Pour Romain Gary, encore une fois, disait le nationalisme, c'est la haine des autres, mais le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et là, à partir de 81, et surtout de Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, ce fut un désastre. Le pire des programmes scolaires, c'est celui de Najat Vallaud-Belkacem en 2016, qui a complètement décrédibilisé l'histoire de France pour la rendre uniquement culpabilisante, c'est-à-dire que
à la fin de 12 années de cursus scolaire, nos enfants, vos enfants, seront persuadés que tous les Français ont été d'horribles esclavagistes au XVIIIe, d'infâmes colonisateurs au XIXe, et enfin, tous des collabos pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voyez-vous, avec ce genre d'éducation, comment voulez-vous que déjà les petits Français de souche aiment leur pays, mais surtout que les nouveaux arrivants respectent leur pays d'accueil. C'est ça le grand drame. Ils n'ont pas compris qu'en 20 ans, surtout, après il y a eu l'accélération avec la loi Taubira, en 2001, et puis ensuite effectivement les programmes infâmes de 2016 de Najat Vallaud-Belkacem. Donc au bout de 12 années de cursus scolaire, tous les enfants, on a semé la haine et la détestation de la France au lieu de leur faire aimer ce merveilleux pays. Et est-ce qu'on ne pourrait pas remonter un peu plus loin, avec mai 68, avec ce refus justement de ce qui nous vient de la transmission et de l'héritage en général? Oui, vous avez raison. La première rupture, c'est 68. Mais 68, le temps que ça rentre dans les programmes scolaires, il a fallu, je vous dis, une bonne dizaine d'années. Surtout 68, c'est la fin, c'est la critique exacerbée de l'histoire bataille, de l'histoire militaire. C'est la fin de tous nos grands héros militaires, donc à commencer par Napoléon, mais aussi bien sûr par tous ces grands généraux et maréchaux qui ont fait la France, Davout, Murat, et ensuite tous les généraux, par exemple, de la Première Guerre mondiale, Foch, Joffre, Gallieni, ont été rayés des livres d'histoire, et ça, effectivement, ça commence en 68. Vous avez parlé des programmes scolaires qui sont dénaturés, qui ne font plus aimer justement son pays aux élèves, mais est-ce que aussi c'est pas une question des familles en fait, qui ne transmettent pas non plus de leur côté cet héritage? Ah oui, on voit bien que de toute façon, à travers ce livre « Quand la France perd la mémoire », on comprend que depuis qu'on n'enseigne plus et qu'on ne transmette plus notre héritage, notre culture, parce qu'en fait, la France, c'est pas un pays comme les autres. La France, c'est un modèle de civilisation. Et donc, comme on ne transmet plus correctement tout cela, on vogue vers les ténèbres et l'ignorance. On voit bien que les parents sont complètement ignorants, donc comment voulez-vous qu'ils transmettent tout cet héritage qu'ils ignorent c'est ce que je dis justement dans les derniers chapitres, on a préféré effectivement privilégier l'individualisme, l'égoïsme et bien sûr le consumérisme. Mais parfois, quand on regarde les programmes scolaires ou certains, on se dit que ça a été volontairement fait pour rendre les Français complètement malléables et pour mieux les manipuler. Et je pense que la gauche, notamment, a une responsabilité terrible avec les fameux pédagogistes, on les appelait comme ça, du ministère de l'Éducation nationale. On peut les citer, Philippe Mérieux, entre autres, sont responsables de l'état désastreux de la France en 2025. Donc c'est plus par idéologie que par manque de compétences qu'il y a eu ces... Absolument. L'idéologie a primé sur la transmission des connaissances à la Jules Ferry, qui expliquait qu'il fallait fabriquer des citoyens avant tout avec un libre arbitre. Mais avant de former des citoyens avec un libre arbitre, il fallait l'instruction. Aujourd'hui, il n'y a plus d'instruction. C'est lire, écrire, compter, mais aussi les grands faits de l'histoire de France. Et tout cela, ça s'apprenait brique par brique. Petit à petit, aujourd'hui, on veut tout apprendre d'un coup à nos élèves. On met l'élève au centre de la classe alors qu'il n'y connaît rien. Il doit d'abord le respect de l'autorité du professeur et ensuite, on verra plus tard, peut-être au lycée, mais au début, au primaire et au collège, il fallait respecter des règles élémentaires de pédagogie qu'on a complètement oubliées. Vous avez été professeur en ZEP. Qu'est-ce que ça a appris justement sur ce côté transmission de l'histoire? Donc ça, j'en suis très fier, parce que je pense que ma réussite éditoriale est due justement à ces années de professorat en zone d'éducation prioritaire, à Cergy-Saint-Christophe notamment, où effectivement, j'ai démissionné il y a 20 ans. Pour vous dire, il y avait déjà 100%, j'avais déjà dans mes classes 100% d'élèves d'origine immigrée. Donc, on voit bien que le mal n'a pas été
la manière d'enseigner à ces classes n'a pas été prise à temps. C'était l'époque aussi du rapport Aubin en 2004 qui alertait sur tout ce qui allait se passer. Moi-même, dans ces années-là, j'ai commencé à alerter. Moi, je ris, je souris jaune quand j'entends le ministère de l'Éducation nationale nous dire que notre système éducatif est dans une situation extrêmement préoccupante. Ce sont ces mots. Mais où était-il il y a 20 ans? Où étaient-ils tous ces ministres qui n'ont rien fait et tous ces hommes politiques? Je pense que nos hommes politiques, nos dirigeants ont vraiment une responsabilité, à commencer par Lionel Jospin, je vous disais, en 89, et pour mettre à bas tout le système scolaire qui était une pure réussite. Il faut savoir que dans le classement PISA international aujourd'hui, nous sommes 26e et 27e. Donc c'est un désastre. Alors qu'en 2000, lors du premier classement PISA, on était encore 10e. Et en 1983-84, il y a eu des pré-classements PISA. Et là, on était 3e. Vous voyez, en moins de 30 ans, le système de Jules Ferry, l'école avec les hussards noirs de la République et qui était respectée, a complètement explosé. Et ça, il y a des responsables et vraiment, je pense qu'on devrait faire un procès à tous les incompétents qui nous ont gouvernés depuis 30 ans. Et par rapport aux élèves que vous avez eus en zone d'éducation prioritaire, ces élèves étaient demandeurs justement de... Et oui, c'est ça le drame. C'est ça, vous avez bien compris. En fait, tous ces jeunes, j'avais 100% d'immigrés, comme je vous disais, ils demandaient qu'une chose, mais qu'une chose, ça se sentait. Ils demandaient qu'on leur apprenne à aimer et à respecter la France. Ça se sentait dans les récits de Jeanne d'Arc notamment, qui est quand même tellement enchanteur. Et là, ils me regardaient avec des grands yeux quand je racontais toute l'histoire que je raconte dans mon livre. Ils étaient fascinés, mais absolument fascinés. Malheureusement, depuis 25 ans exactement, on ne leur donne plus la France à aimer, on leur donne la France à haïr. Et donc, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, avec justement, si on donne ce roman national, oui, bien sûr. Voilà, moi je tiens au récit national équilibré et fédérateur. Et fondateur. Est-ce que justement on pourra, on a beaucoup de soucis d'intégration, que ce soit les immigrés ou même des petits-fils ou arrière-petits-fils immigrés. C'est ça qui manque le plus. Et en plus, comme je vous le disais, il y a plein de solutions, de recettes, c'est-à-dire réécrire ce nouveau récit national équilibré et fédérateur en tenant compte, effectivement, depuis une centaine d'années, de l'apport des grands immigrés qu'ont fait la France. J'avais même fait un livre en 2008 recensant tous ces grands personnages, notamment au sein de l'armée d'Afrique. En 1943, il faut savoir que l'armée d'Afrique qui va libérer, qui va participer à la campagne d'Italie avec les Américains, mais aussi qui va débarquer en Provence le 15 août 1944, était composée dans sa majorité, il ne faut pas avoir peur de le dire, même si on vexe les Français de souche, de tirailleurs algériens, de tabors marocains, de tirailleurs sénégalais et une grande majorité de pieds noirs, en fait, qui ont eu au sein de l'armée d'Afrique, commandée par le maréchal Juin dont on parlait, qui est effectivement né à Sétif en Algérie. Les pieds noirs ont eu le taux de mortalité, le taux de perte au combat le plus important lors des les dernières victoires de l'histoire de France à Garigliano et Monte Cassino. Donc il faut savoir si... Et d'ailleurs, pendant la guerre d'Algérie, le Bachaga Boualam, qui était le chef des Harkis, avait fait cette campagne au sein de l'armée d'Afrique et il était très fier de dire que pratiquement il avait perdu 22 membres de sa famille dans ces combats. Si justement on apprenait l'histoire de l'armée d'Afrique correctement, mais aujourd'hui je vous dis tous les faits militaires, tout ce qui est un peu trop glorieux est complètement rayé, on pourrait intégrer tous ces immigrés parce qu'on les rendrait fiers de leur histoire, parce que en fait la recette pour faire nation, c'est d'avoir accompli de grandes choses ensemble et de vouloir continuer dans le passé et de vouloir continuer à les faire dans l'avenir. Et si on arrivait à associer toutes ces nouvelles populations
au sein de ce grand récit, en les rendant fiers de la France et de leurs ancêtres, eh ben on arriverait à faire nation, parce que bien sûr, la France, comme je vous disais, on ne devient pas français, c'est pas un droit du sang, c'est une volonté de chaque jour. C'est un plébiscite de chaque jour, comme disait le grand Ernest Renan, et pour devenir français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un quart des Français ont un grand-père d'origine étrangère. Mais l'intégration a fonctionné pendant 100 ans, hein, de 1881 à 1981, malheureusement, avec l'arrivée de Mitterrand qui a mis à bas, avec la création d'SOS Racisme, notamment toute cette réussite de l'intégration à la française. Eh ben, il faut refaire ce qui a marché pendant pratiquement 100 ans. Et vous pensez que c'est toujours possible dans une société française qui est quand même très fracturée? Alors, Jérôme Fourquet, qui a parlé d'archipélisation, on peut justement combattre cette archipélisation? On peut, mais ça va être très long. Je pense que ça reprendra bien une dizaine d'années, vu l'état de la destruction. Et il faut faire feu de tout bois. Donc il y a l'école, bien sûr, mais pas seulement. Vous avez raison, il y a les familles, la famille. Et il y a aussi effectivement les médias et le système de divertissement. On peut essayer de faire du divertissement éducatif de qualité, ce qui n'existe malheureusement pas aujourd'hui, hein, avec des spectacles musicaux éducatifs. Je pense notamment à Historock, qui est une grande réussite, et même au Puy du Fou, bien sûr. Et enfin, il faut dans nos rues et à mettre des plaques explicatives, détaillées, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de monuments français qui n'ont aucun panneau explicatif, ou alors uniquement culpabilisant, comme au jardin du Luxembourg, avec ces mémoriaux sur l'esclavage partout, au sein même du jardin du Luxembourg. C'est aberrant. Et par rapport à nos voisins européens, ils ont le même cas de figure, ou alors c'est quand même très différent? Oui, ils ont effectivement le même cas de figure depuis peu. C'est ça, nous, je vous disais, la loi Taubira qui décrète que la France a commis un crime contre l'humanité, parce qu'elle a pratiqué la traite occidentale. Alors je vous rappelle quand même qu'en 2003, 2 ans après, Éric Conan de l'Express lui posait la question: pourquoi avez-vous parlé uniquement de la traite occidentale en négligeant la traite arabo-musulmane, qui est de loin 17 millions d'esclaves la plus importante et qui existe toujours aujourd'hui, il faut le dire. En Libye, il y a encore des marchés d'esclaves aujourd'hui même, et rien n'est fait pour ces esclaves. Et la traite intra-africaine, bien sûr, des tribus africaines entre elles, dont on parlait pour Pierre Savournian de Brazza. La ministre de l'Intérieur répliqua, parce qu'il ne fallait surtout pas culpabiliser les petits Arabes dans les banlieues. Donc elle a fait sciemment, vous voyez, donc c'est ça qui est grave. Ils ont fait sciemment cette culpabilisation, cette criminalisation de l'histoire de France. Et ça, c'est très grave, parce que maintenant, on va vraiment ramer pour essayer de corriger, d'expliquer la complexité de l'histoire. L'histoire de France n'est pas toute blanche, elle n'est pas toute noire, elle est grise, et c'est ce qui la rend passionnante. Dans cette histoire d'esclavage, il faut savoir qu'1 500 000 Européens du Sud ont été esclavagisés par les pays arabes, les pays barbaresques, et nous, on ne demande pas des réparations aux pays arabes. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les collectifs antiracistes et décoloniaux ne réclament jamais rien aux pays arabes, hein. Pourtant, c'est eux, comme je vous le disais, la traite arabo-musulmane, qui ont pratiqué la traite d'une manière la plus excessive, avec 17 millions d'esclaves. Mais eux, on leur demandera jamais rien, parce qu'on a peur des pays arabes. On ne ferait pas justement qu'il y a un peu un mouvement inverse qui est en train de se créer, justement, où les gens en fait, ne veulent plus se culpabiliser, être fiers de leur racisme. Vous avez parlé du Puy du Fou, par exemple, c'est un exemple. Absolument, on le sent vraiment quand je vais en province. En province, dans la France provinciale, on trouve cette volonté d'être à nouveau fiers de leur histoire locale surtout, qui est très, très belle, bien sûr, en Provence, en Bretagne,
en Occitanie. Mais le problème majeur, c'est Paris. Ouais. C'est que Paris détient la place médiatique et l'importance effectivement de France Télévisions et des médias publics. Et bien sûr, des médias comme Le Monde, Libération et Le Nouvel Obs ont une importance encore considérable. Et malheureusement, on va avoir beaucoup de mal à essayer d'équilibrer la vision de l'histoire de France et d'apprendre une histoire apaisée et fédératrice, comme je le souhaite, avec les solutions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je voudrais revenir sur l'éducation nationale, pour les programmes et d'histoire. Vous avez parlé des différentes lois et des réformes qu'il y a eu. Qu'est-ce que concrètement, maintenant, un élève qui sort du collège, il connaît de son histoire de France? Rien. Non, mais il faut voir, moi je donne des cours dans le supérieur, il faut voir le niveau des jeunes aujourd'hui, donc de 19-20 ans, mais c'est hallucinant. D'ailleurs, ils n'ont aucune profondeur chronologique, hein. On parlait de l'importance des dates, ça a été complètement sacrifié depuis 25 ans et c'est dommage parce que c'est fondamental pour comprendre brique par brique comment s'est construit l'histoire de France. Ensuite, il faut réhumaniser cette histoire avec des personnages de chair et de sang. Et ça, c'est le grand choc, effectivement, entre l'école des annales et l'école des historiens comme Ernest Lavis, qui voulait privilégier un récit. Aujourd'hui, on apprend des faits économiques et sociaux. Hein. On dit en quatrième, on apprend la Révolution française est due à l'augmentation du prix du blé la veille de la Révolution avec des courbes statistiques. Et on oublie complètement de raconter la prise de la Bastille avec le gouverneur Delaunay, le gouverneur de la Bastille qui se fait décapiter, couper la tête par les émeutiers, à qui on met sa tête au bout d'une pique. Là, effectivement, l'histoire passionnait les jeunes et comme ça, ils avaient cette volonté, ce déclic pour en savoir plus. Parce qu'effectivement, le savoir se construit aussi par ses propres lectures. Malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu... Les livres d'histoire, notamment, ne sont pas lus. Les livres en général, même la littérature est dans le même problème par les jeunes d'aujourd'hui. Et justement, les professeurs d'histoire, que ce soit au collège, au lycée ou même à l'école, ils n'ont pas cette liberté de choisir, en fait, de donner une... Oui, il y a la liberté pédagogique des professeurs, absolument. Il y a encore des bons professeurs, hein, je les côtoie souvent. Mais effectivement, il faut savoir que 70% des professeurs sont de gauche. Donc c'est le grand problème. Non seulement, souvent, ils sont complètement manipulés par des syndicats comme Sud Éducation ou la CGT qui a vraiment des directives scandaleuses. Et j'ai des amis qui sont encore professeurs, puisque souvent, toute ma génération, on a démissionné. Il y en a encore, je peux dire, même à Noisy-le-Sec, par exemple, où quand ils refusent de faire grève, ils sont traités de traîtres. Par les syndicats. Par les syndicats dont je viens de vous parler. Donc il faut comprendre la situation sur le terrain. Et là, à partir de là, on pourrait remédier. Mais ça va être un long combat, je vous dis. Ça reprendra bien 10 ans. Si on devait garder une seule date, pour finir, dans l'histoire de France, justement, pour ce combat et pour notre identité, ce serait laquelle ? Moi, j'aime beaucoup, bien sûr, 1804, puisque c'est à la fois, mais le 2 décembre 1804, le sacre de l'empereur, de Napoléon, qui va se couronner lui-même. Pourquoi se couronne-t-il lui-même ? Pour bien montrer que le mérite ne revient qu'à lui-même. C'est grâce à lui, donc c'est la méritocratie dont je vous parlais, qu'il devient empereur de tous les Français. Et 1804, c'est effectivement la création du Code civil, du Code Napoléon. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui même, en 2025, 50% des articles rédigés par le Conseil d'État et par Napoléon lui-même, hein, parce qu'il a vraiment transpiré pour ce Code Napoléon, sont toujours opérationnels aujourd'hui. Ça, c'est fabuleux et ça s'appelle l'histoire de France. Napoléon serait le personnage historique avec le plus d'influence sur notre vie actuellement.
Oui, ah oui, oui, on peut dire ça, avec effectivement, je vous disais, Louis XIV, mais même Saint-Louis, avec l'importance de la justice en France, est fondamentale, et des racines chrétiennes dont il faut absolument être fier. Il faut à nouveau comprendre, de toute façon, si on veut comprendre toute la culture française dont je vous parlais tout à l'heure, on ne comprend rien si on ne connaît pas l'histoire de l'art et l'histoire de la Bible et l'histoire du Nouveau Testament. Donc, vous voyez, il faut encore transmettre nos racines chrétiennes. On voit bien 56 000 églises sur tout le territoire national. Quand vous allez dans les endroits, les petits villages les plus reculés, qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre histoire, nos racines chrétiennes, dont il faut à nouveau être fier. Et ça, j'y tiens beaucoup, même si moi, je suis laïque et républicain. Merci beaucoup, Dimitri Casali. Je rappelle votre livre Quand la France perd la mémoire, aux éditions Fayard, qui est fait en plusieurs chapitres avec beaucoup d'illustrations, donc très agréable à lire. Encore merci. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube.